Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre Midi News Week-end. 2 heures de débat, évidemment. Je vous présente mon équipe dans quelques instants, de reportages et de témoignages. Mais tout de suite, le sommaire de cette première partie. À la une, on va débuter par évoquer le dossier de l'autoroute A69. On vous en a longuement parlé déjà sur CNews. Décision inédite, coup de tonnerre, choisissez le terme. La justice a annulé l'autorisation de la construction du tronçon de 53 km entre Toulouse et Castres. Et maintenant, oui, que se passe-t-il? On va vous en parler. Réaction et débat sur ce plateau. Dans Midi News, on vous parle des rapports entre l'Algérie et la France. Après l'ultimatum de François Bayrou, Alger se dit prêt au rapport de force. Le ton monte et c'est un vrai sujet de débat. Dans Midi News aussi, on vous parle de ces 2 chercheurs du CNRS. Ils ont été condamnés à 8 mois de prison ferme après avoir lancé des bouteilles contenant de l'azote liquide contre le consulat russe à Marseille. Leur objectif, attirer l'attention sur la situation mondiale et notamment la guerre en Ukraine. Mais question, est-ce le rôle de chercheurs de CNRS d'agir ainsi? Où en est la neutralité scientifique? Voilà pour nos thèmes de débat. Émission passionnante qui s'annonce, mais tout de suite, il est là, bien présent. Adrien Spiteri pour un premier tour de l'information que je salue. Bonjour Adrien. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et on commence ce journal sur l'île de la Réunion qui a été balayée par le cyclone Garance. Elle a été placée en alerte violette avant de repasser en rouge. Les habitants ont été confinés. Les dégâts s'annoncent importants, notamment à l'ouest de l'île. Des vents allant jusqu'à 230 km/h ont été enregistrés sur place. Le procès de Mehdi Nemmouche se poursuit à Paris. Il est jugé pour avoir enlevé et séquestré 4 journalistes français en Syrie en juin 2013. L'homme nie pour le moment avoir été un geôlier de l'État islamique. On va retrouver sur place Juliette Sadat et Florent Ferraud. Juliette, aujourd'hui, les victimes sont une nouvelle fois entendues à la barre. C'est Didier François qui entame cette journée de confrontation. Oui, Didier François, il reste sûr de lui après avoir longuement entendu la version de Mehdi Nemmouche hier pendant son interrogatoire. Il est formel, il dit c'est bien là le Mehdi Nemmouche que j'ai connu. Il s'amuse même d'avoir entendu les mêmes allusions, les mêmes anecdotes qu'il avait entendues pour la première fois lorsqu'il était dans les geôles de Daesh, à savoir toutes sortes d'arguments pour justifier la présence de Mehdi Nemmouche dans les rangs de l'État islamique. Sa quasi-vénération aussi pour Mohamed Merah, le tueur de l'école juive en 2012. Il disait qu'il voulait faire comme lui, je cite, fumer une petite juive de 4 ans. Didier François décrit aussi la relation presque de proximité qu'il entretenait avec son geôlier Mehdi Nemmouche, qu'il l'appelait mon petit Didier. Alors comme le prévoit une journée de confrontation dans un tel procès, la Cour a ensuite donné la parole à Mehdi Nemmouche pour qu'il livre sa réaction à ce qui venait d'être évoqué par les parties civiles. Et Mehdi Nemmouche, il reste également sur ses positions. Il ne reconnaît pas être le geôlier dont parle Didier François. Il répète ce qu'il a toujours dit depuis le début de ce procès. Il ne connaît pas ces journalistes. Merci beaucoup Juliette Sadat avec Florent Ferraud derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, Antonio Ferrara a été interpellé en Belgique. Lors de l'opération, un suspect et un policier ont été blessés. Surnommé le roi de la belle pour s'être évadé à 2 reprises de prison, Antonio Ferrara avait été libéré en juillet 2022 de la prison de Réau. Alors que reproche-t-on cette fois à cette figure du grand banditisme? On voit ça avec Célia Barotte. Le parquet de Paris nous a indiqué qu'Antonio Ferrara a été interpellé dans le cadre d'une enquête diligentée par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris depuis le 15 novembre 2024 et portant sur l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Cette enquête avait été confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé. Ce sont 9 personnes qui ont été interpellées vers 7h30 à Eupen en Belgique, une commune située à 5 km de la frontière avec l'Allemagne. Parmi les personnes interpellés, il y a Antonio Ferrara, un de ses frères et 3 autres Français. À noter que 3 autres personnes ont été interpellées ailleurs en Belgique. L'opération s'est déroulée dans le cadre d'une équipe commune d'enquête franco-belge sous l'égide d'Eurojust, l'agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale. C'est Célia Barotte du service police-justice de CNews. Emmanuel Macron appelle à refuser toute forme de soumission de l'Europe face aux États-Unis. Le président a prononcé ces mots depuis le Portugal après avoir été reçu il y a quelques jours à la Maison-Blanche. Mercredi, Donald Trump avait annoncé imposer des droits de douane de 25% aux produits européens. On écoute justement le chef de l'État. Et donc je pense que la réponse, elle n'est pas dans une soumission. Moi, je ne suis pas pour la vassalisation heureuse. Il y a un choix, je vois plein de gens dans notre Europe dire
On va devoir être gentil avec les Américains, ça va passer, il faut courber les chines, il faut être poli, mais il faut défendre ce que nous sommes. Et notre avenir n'est pas dans la vassalisation heureuse, il est dans la défense respectueuse de nos principes, de notre histoire, mais dans une volonté ambitieuse d'aller plus loin. Et après Emmanuel Macron, c'est au tour de Volodymyr Zelensky d'être reçu à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, le président ukrainien doit rencontrer son homologue américain Donald Trump, car les États-Unis convoitent les minerais stratégiques de l'Ukraine. Objectif, rembourser l'aide apportée au pays pour faire face à l'invasion russe. Un accord devrait être signé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi. La suite de Midi News, c'est avec vous Thierry. Et on vous retrouve à 12h30 pour un rappel des titres. Voilà, je voulais savoir si vous avez bien noté le rendez-vous, mon cher Adrien. Je vous présente mon équipe du vendredi et Mathieu qui est avec nous, secrétaire général du Millénaire. Soyez le bienvenu. Bonjour Thierry. Bonjour. Pierre Lelouch, ancien ministre et auteur du livre, on le montre peut-être, Engrenage chez Odile Jacob. Merci Thierry. Soyez bienvenue. Un petit sujet à la fin de cette première heure qui va vous faire réagir. Ah bon. J'en suis intimement persuadé, on va voir ça. Olivier Vial, directeur du CERU, et on répète ce qu'est le CERU. Le Centre d'études de recherche universitaire. Bonjour Thierry. Merci beaucoup, bonjour Olivier. Amaury Boilet, journaliste, fidèle de cette émission aussi. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver. Allez, on commence par cette information qui fait beaucoup de bruit, qui est tombée hier. Fin de chantier pour l'autoroute A69, on peut le dire comme ça. La justice a annulé hier l'autorisation de la construction de ce tronçon. C'est 53 km, je crois, entre Toulouse et Castres. On vous en a déjà longuement parlé sur CNews. On voit tout ça avec Marine Sabourin. Et on sera avec Philippe Folliot, sénateur Union centriste du Tarn, qui, je suppose, doit être très en colère en ce vendredi. Mais d'abord, le sujet de Marine Sabourin. Une décision synonyme de camouflet pour l'État. Jamais un projet d'une telle ampleur n'avait été arrêté aussi brutalement. L'État annonce faire appel de la suspension du chantier. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, réagit. Il qualifie la situation d'ubuesque. C'est un chantier avancé aux 2/3 qui est arrêté du jour au lendemain. C'est une liaison autoroutière portée par les élus locaux et soutenue par une très grande majorité des habitants de la région qui ne peut pas voir le jour. Décision incompréhensible pour le gouvernement, mais également pour Bernard Carayon, maire de Lavore, qui évoque un gâchis humain, social et économique. La décision du tribunal administratif donne raison à une poignée de militants ultra-violents d'extrême gauche et tort à l'écrasante majorité des Tarnais, des élus et des entreprises comme à l'État. Cette décision va non seulement coûter 2 milliards d'euros, mais aussi priver d'emploi des milliers de personnes, paralyser l'économie du sud du Tarn et plus largement tous les grands projets d'infrastructure en France. Le patron des laboratoires Pierre Fabre, principal employeur dans le sud du Tarn, menace de privilégier des territoires d'accès plus rapides et mieux sécurisés. L'entreprise qui a d'ailleurs réalisé un chiffre d'affaires en 2023 de 2,83 milliards d'euros. Pour rappel, en 2021, le Conseil d'État avait validé de manière définitive l'utilité publique de ce chantier autoroutier. Bonjour Philippe Folliot, sénateur Union centriste du Tarn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre réaction pour cette signification, fin de chantier pour ce dossier? Écoutez, c'est un sentiment de colère. Un sentiment de colère très fort parce que cette décision est totalement incomprise par tous les habitants du sud du département du Tarn et de la région Occitanie de manière plus globale. C'est un chantier, comme vous l'avez fort justement précisé dans le cadre donc de votre reportage qui est à 2/3 terminé. Il y a déjà 300 millions d'euros qui sont engagés. Et moi, mes premières pensées, elles vont pour ces salariés, ces ingénieurs, ces ouvriers qui ont perdu leur travail. Il y a déjà 200 personnes qui sont au chômage depuis ce matin. Les autres sont au chômage technique. Il y a aussi une pensée pour tous les riverains, pour les élus locaux, parce que quand il y a un chantier, il y a des désagréments, et c'est inhérent à tout chantier. Et donc, ceux-ci vont durer encore plus longtemps à cause du retard qui va être pris lié donc à cette décision. Ensuite, quand on sait la situation des finances publiques de notre pays, consacrer des dizaines de millions d'euros, ce que va coûter à l'État l'arrêt de ce chantier provisoire, sans parler d'un arrêt définitif qui là serait une catastrophe absolue parce que c'est à peu près entre 2 et 3 milliards qu'il faudrait mettre pour indemniser donc le concessionnaire et pour remettre en état.
ne parlons pas du scénario catastrophe, mais rien que pour une interruption du chantier pour 2 mois, ça va être des millions d'euros qu'il va falloir consacrer pour sécuriser ce chantier, parce qu'on l'a vu avec des zadistes déterminés, avec des opposants qui n'ont rien à faire des éléments de légalité et qui utilisent donc tous les moyens qui sont à leur possession, illégaux, au travers de destruction de matériel, d'attaques contre les personnes, d'intimidation par rapport aux élus locaux. Donc il va falloir protéger le chantier, donc ce qui va entraîner un certain nombre de coûts, directs en termes de protection passive et indirects parce qu'il va falloir faire appel à des forces mobiles, des CRS ou des gendarmes mobiles pour protéger ce chantier pendant quelques semaines. Donc en fait, tout ceci est assez catastrophique. Et puis, ce qu'on peut considérer aussi, c'est que pour les opposants, c'est une forme de victoire à la Pyrrhus, si vous me permettez l'expression, parce que toutes les mesures de compensation environnementale qui étaient prévues dans ce projet et dans cette réalisation et qui sont très importantes, elles sont arrêtées. Donc il n'y aura pas de mesures de compensation environnementale. Donc, je crois qu'il y a un sentiment très fort d'incompréhension. Et vous savez, j'étais dans mon village ce matin et j'ai été arrêté par un nombre d'habitants qui me disaient « Philippe, on comprend pas. On comprend pas pourquoi on arrête quelque chose qui est aussi avancé avec toutes ces conséquences. » D'autant plus, et ceci mérite d'être rappelé, Castres-Mazamet est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international. Donc elle est enclavée, elle a perdu de la population, nous avons perdu des emplois. Et quand on voit dans notre région Occitanie ce qui se passe dans les bassins d'emploi environnants, à Albi, je suis sénateur du Tarn et je vois toute la différence qu'il peut y avoir avec la dynamique qu'il y a entre Albi, Gaillac et Toulouse le long de la vallée du Tarn, où il y a eu l'A68 donc depuis quelques années, quand on voit la dynamique autour de Montauban, quand on voit la dynamique autour de Carcassonne, eh bien on dit il y a une forme d'injustice, une injustice territoriale que ce projet avait pour ambition donc de réduire. Bon, c'est une passe qui est une passe difficile. Bien noté, Philippe Folliot, votre colère évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je poursuis le débat avec nos invités. Je commence avec vous, Olivier Vial. Vous connaissez bien le dossier. Pierre Lelouch aussi. Olivier. En fait, il y a 3 gros problèmes. Ça illustre 3 problèmes, cette décision. Il y a un problème juridique, parce qu'on voit aujourd'hui que le tribunal administratif a un pouvoir exorbitant, puisque pour fonder... C'est une décision historique, ça. Pour fonder sa décision en droit, elle est obligée, la magistrate, de se faire économiste, urbaniste, parce que c'est pas du droit. Elle est obligée d'estimer si le projet a un intérêt économique supérieur au coût environnemental. Et donc, elle est obligée de se faire économiste, urbaniste. Ce qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas avoir raison, elle, toute seule, contre une décision d'utilité publique, l'ensemble des élus, l'ensemble du monde économique. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on vient de donner une victoire idéologique à des gens qui, en réalité, sont réellement dans une logique de... décroissance, puisque l'objectif... Ça me fait penser à la ZAD de Nantes, vous savez, oui, avec le dossier aéroport, même si le dossier est différent d'un point de vue juridique, mais c'est un peu ça, quoi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en réalité, d'ailleurs, les opposants à la 69 sont dans un collectif qui s'appelle la Déroute des routes, qui s'attaque à tous les projets routiers. Ils sont dans une logique d'extrême gauche qui consiste à dire aujourd'hui qu'il faut, si on veut lutter contre le capitalisme, il faut couper les flux. Qu'est-ce que c'est les flux ? C'est les transports, c'est l'électricité, c'est Internet. Donc on ne fait plus rien, quoi. On fait plus rien. Et en fait, en freinant les échanges, ils arrivent comme ça à limiter, à imposer la décroissance. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils s'opposent, effectivement, les mêmes qui s'opposent à la 69, s'opposent aussi dans la région au projet de ligne de TGV. Donc ça veut dire qu'ils sont pas pour des solutions écologiques, ils sont pour qu'il y ait plus de chantiers, plus de transport et plus d'échanges. Pierre. Oui, moi je ne veux pas entrer dans ces débats idéologiques. Je suis quand même frappé par le fait que l'origine du projet remonte à 1994. On est en train de parler d'une affaire qui dure depuis 30 ans en fait, dans laquelle il y a eu clairement un problème dans la juridiction administrative, puisque toutes sortes d'actes juridiques ont été pris, les déclarations d'utilité publique ont été attaquées, validées par le Conseil d'État, et ensuite il y a ce fameux arrêté, qui lui est plus récent, qui permet de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
C'est ça le sujet. Est-ce qu'on a le droit de détruire des espèces protégées? C'est qu'on fait plus rien en France. Non mais ça dépend des régions. On va vous dire que ça dépend des endroits, des régions. Et en l'espèce, il y a des espèces protégées. Donc les préfets, 2 préfets, ont signé un arrêté conjoint disant on peut déroger à cette interdiction de détruire. Il y a eu ensuite, tenez-vous bien, 4 demandes de référé. 4 fois. Le dernier en date du 21 janvier 2025. Donc vous avez à 4 reprises des associations qui sont allées devant le juge des référés pour stopper les travaux. Le dernier, 21 janvier. 1 mois plus tard, le TA, le tribunal administratif saisi au fond, dit exactement l'inverse, à savoir qu'on ne peut pas déroger à l'interdiction et que les avantages issus de l'autoroute, et notamment les fameuses 20 minutes gagnées sur le temps de trajet, ne justifient pas qu'on vienne détruire des espèces protégées. Voilà, on en est là. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'État va faire appel, qui n'est pas suspensif, donc les travaux stoppent. Après, on va attendre que le tribunal, la cour administrative d'appel se prononce et éventuellement reprenne les travaux, éventuellement. Puis après, ça va au Conseil d'État. Donc, on est dans une panade assez historique. Je ne veux pas rentrer sur le fond du dossier, mais ce qui me frappe, c'est que, clairement, l'État n'a pas su, un peu comme à Nantes, dans une affaire que vous connaissez bien, on lance une affaire et on ne sait pas l'aborder juridiquement. Avec juste une petite précision. Les travaux étaient largement entamés. J'ajoute que si on avait fait comme ça, du temps de Giscard et Pompidou, on a lancé le programme nucléaire français, on n'aurait jamais eu des centrales nucléaires. Et si demain on veut construire des prisons de haute sécurité pour la drogue, on ne pourra pas le faire. Donc je crois qu'il faut que l'État se pose la question de savoir comment on fait et comment fonctionne la justice administrative par rapport aux besoins. Juste une incidence, parce qu'effectivement, on va y revenir en deuxième heure. Il faut aussi prendre en considération que les militants, les activistes, aujourd'hui connaissent ça. Et il y a un groupe qui dépend des soulèvements de la Terre, qui s'appelle les naturalistes de la Terre, qui viennent sur les chantiers pour introduire des espèces protégées. Donc on n'est même pas sûr que les espèces protégées qu'on va essayer de défendre existaient avant le chantier. Parce qu'il y a des groupes maintenant qui introduisent volontairement des espèces protégées pour bloquer les chantiers. Oui. Donc on est dans un système où effectivement ça devient totalement ingérable. Alors Mathieu et Pierre, Amaury, je vous ferai réagir sur le sujet en deuxième heure, parce que nous sommes pris par le temps. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est l'affaire de ces 2 chercheurs du CNRS qui sont reconnus coupables. Ils ont passé la nuit en prison parce que effectivement, ces 2 hommes ont été condamnés à 8 mois de prison ferme avec mandat. Ils ont revendiqué un geste politique afin d'attirer l'attention sur la marche du monde. Ils avaient envoyé des engins explosifs lancés dans les jardins du consulat général de la Russie à Marseille. Nous sommes avec René Frégosi, philosophe et politologue. Bonjour René Frégosi d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Quel regard portez-vous sur cet acte de ces 2 chercheurs? C'est pas tellement normalement, c'est pas là où on les attend, a priori, sur le papier. Oui, mais vous savez, en fait, le problème, ça dépasse de loin le CNRS ou les chercheurs. C'est vraiment tout le monde universitaire aujourd'hui qui est comme saisi de folie. Mais vous savez, c'est très inquiétant parce que, en fait, on sait bien que la brutalisation du monde que nous constatons et a toujours été favorisée par des intellectuels. Et aujourd'hui, on voit dans le monde intellectuel des passions qui se déchaînent, et c'est effectivement complètement contraire aux missions et aux métiers d'intellectuels, d'universitaires. On est très loin d'une certaine neutralité, René Frégosi. On est loin oui, d'une une neutralité, mais dans les écoles de plus en plus, si vous voyez ce que je veux dire. Absolument, mais on le voit dans tous les domaines. Mais c'est pas seulement une question de neutralité, c'est encore plus profond, c'est-à-dire que ces intellectuels perdent le sens de la raison, de la réflexion rationnelle, de la méthode scientifique, de l'écoute. Et donc c'est vraiment, ils se jettent dans l'action sans réflexion, de façon passionnelle. C'est vraiment très inquiétant, en effet.
Amaury, et je ne vous ai pas encore donné la parole à Amaury et ensuite Mathieu Hoquin. Amaury. Oui, alors on a affaire là à deux physiciens chevronnés, en réalité deux pieds nickelés quand on observe bien le mode opératoire. Ils sont même allés jusqu'à voler les produits chimiques utiles à leur attaque, mais elle en dit long sur, en effet, la dérive idéologique d'une partie du monde universitaire français. Vous avez bien compris, c'était le sens de ma question. Évidemment, et notamment du CNRS. Cela fait des années que des chercheurs au CNRS qui défendent des idées iconoclastes sont souvent ostracisés, quand d'autres affichent publiquement leurs idées de gauche dans les médias. Souvenez-vous, c'était la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui en 2021 avait proposé une enquête sur la question de l'islamo-gauchisme à l'université. Le CNRS avait aussitôt réagi dans un communiqué en expliquant que tout cela relevait du fantasme et que cela n'existait pas. On l'a encore vu récemment, Florence Bergeau-Blaclair, qui a été longtemps laissée abandonnée par sa maison, avant finalement de recevoir son soutien sous la pression médiatique. Et puis encore, il y a quelques semaines, c'était ce fameux collectif anti-Elon Musk, Hello-Kitix, qui a très clairement été mis en orbite avec l'appui et la logistique du CNRS. Mathieu, rapidement. En effet, l'université française est gangrénée par l'extrême gauche sur un certain nombre de sujets. Et ça, on le voit, ça a été d'ailleurs dans le cas des sciences humaines, ça a toujours été le cas, mais on voit de plus en plus cela se déverser sur d'autres pans du monde scientifique, notamment le monde des écoles d'ingénieurs. C'est un sujet sur lequel nous, on avait travaillé, c'est que de plus en plus d'écoles d'ingénieurs sont gangrénées par des professeurs d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche qui pratiquent la haine de certaines activités, notamment de filières industrielles, comme le nucléaire. Mais là, ça va loin, là. Comment vous voulez aujourd'hui que des gens... Mais exactement. Mais le problème, c'est que c'est sur tout notre champ universitaire. Comment vous voulez aujourd'hui qu'on donne envie à nos jeunes de devenir ingénieurs dans les centrales nucléaires, par exemple, françaises, parce qu'on considère que le nucléaire est un atout pour la France, tout en ayant des professeurs dans les écoles d'ingénieurs qui crachent à longueur de temps sur l'industrie nucléaire. De la même façon, vous allez avoir cela dans les relations internationales. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un des grands problèmes du déclin éducatif français, c'est cette gangrène que nous avons dans le monde universitaire et académique de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche. Allez, on marque une pause. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler de l'Algérie. Rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Enfin, vous allez me dire, ça fait quand même quelques mois, pour ne pas dire davantage que... Depuis 60 ans. Voilà. Mais là, ça monte en pression. On va vous parler de tout ça. Et puis, j'ai quelque chose pour vous, Monsieur Lelouch. Petite vidéo de Monsieur Barrot à la fin. Ah, Monsieur Barrot. Monsieur Barrot, vous allez découvrir une petite vidéo. Comme vous ne la connaissez pas, j'ai hâte de voir votre réaction et les téléspectateurs ont hâte de voir le visage que vous allez afficher quand vous allez voir cette petite vidéo de Monsieur Barrot, qui est ministre, je le rappelle. Allez, on marque une pause, on a beaucoup de choses à vous raconter, à tout de suite. À 12h30, bon appétit si vous êtes à table, c'est important évidemment, c'est votre Mini News Weekend jusqu'à 14h. Je vous présente mon équipe du vendredi dans quelques instants, mais tout de suite un nouveau point sur l'information avec vous, Adrien Spiteri. La Réunion balayée par le cyclone Garance, l'île a été placée en alerte violette avant de repasser en rouge. Les habitants ont été confinés. Les dégâts s'annoncent importants, notamment à l'ouest de l'île. Des vents allant jusqu'à 230 km/h ont été enregistrés. C8, c'est terminé. À minuit, la première chaîne de la TNT en France cessera d'émettre et affichera un écran noir. Une soirée d'adieu est prévue ce soir dès 19h35, retraçant les meilleurs moments de la chaîne. 400 salariés sont concernés par cette fermeture et décision de l'Arcom. Et puis la Chine dit vouloir réagir aux taxes imposées par Donald Trump. Le pays dénonce un chantage et promet de prendre toutes les contre-mesures nécessaires après que le président américain ait décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations chinoises. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Je représente mon équipe du vendredi. Mathieu Hoc est avec nous, Pierre Lelouch est avec nous, Olivier Vial est avec nous et Amaury Boilet est également avec nous. Les amis, on va parler de la relation entre la France et l'Algérie une fois de plus. Algérie qui rejette, mais alors catégoriquement, les ultimatums de la France. Ça, c'est pas une surprise, il fallait s'en douter, évidemment. C'est la réaction du chef de la diplomatie algérienne après la menace de François Bayrou, vous le savez, de remettre en cause les accords franco-algériens de 1968. Rappel des faits avec Alice Sommerer. C'était une escalade inévitable. Le ministre des Affaires étrangères algérien a annoncé qu'il ne s'abaissera pas face à ces menaces et justifie de ne pas avoir accepté certains ressortissants algériens comme des manquements venant de la part de la France.
Les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. Une réponse que le ministre de l'Intérieur interprète également comme une menace. L'Algérie ne cesse de menacer, de provoquer la France. Personne ne peut dire, pour quiconque est un peu objectif, que la France n'est pas allée au bout de la course. Le président de la République, depuis son élection en 2017, n'a fait que tendre la main. Depuis quelque temps, le refrain de l'hymne national, le refrain très anti-français de l'hymne national algérien a été remis au goût du jour. La France devrait demander à Alger que soit rapidement examinée la totalité des accords avec l'Algérie et la manière dont ils sont exécutés. De son côté, le gouvernement algérien devrait analyser une liste d'urgence de ceux qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et qui sont considérés comme particulièrement sensibles. Allez, avant de vous faire réagir, 2 extraits. Je ne vais pas tout vous lire, hein, évidemment, de ce communiqué. C'est très long et on n'a pas le temps. Premier extrait, l'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure. Elle a retenu. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen, le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire et de ses ressortissants. Autre extrait qu'on vous a ressorti avec Laura Baca qui prépare cette émission à mes côtés. Ainsi, l'extrême droite française revancharde et haineuse aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses œuvres politiciennes indignes d'elle. Je commence avec vous, Pierre Lelouch. Je ne me sens pas concerné par l'extrême droite française qui a fait ça, mais je vais vous... Mais par le communiqué. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est... la conférence de presse de M. Bayrou l'autre jour, avec ses hésitations, et on sentait qu'il était extraordinairement gêné, tout ça pour arriver à quelque chose qui a été présenté comme un ultimatum de façon extrêmement abusive. C'est-à-dire qu'on va ouvrir une négociation qui, peut-être dans 6 semaines, va donner des gestes du côté algérien. Bon, on appelle ça un ultimatum, moi j'appelle ça un pistolet à bouchon. Parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On voit bien la réponse. Et en plus, parallèlement, et sans aucune coordination d'ailleurs, apparemment, ils se parlent pas les uns les autres. Vous avez eu 2 missions ministérielles, une ministérielle et une du président du Sénat, au Sahara occidental, ce qui naturellement fait monter la pression sur Alger. Ajoutez enfin qu'il y a un 3e sujet, c'est un vieux monsieur de 75 ans avec un cancer en prison, qui est de nationalité française, dont on parle plus. Donc, je reviens à mon pistolet à bouchon. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Surtout qu'en même temps, vous faites rentrer plusieurs centaines de prédicateurs algériens pour développer l'islam en France, comme si on avait besoin d'eux pour la communauté musulmane, parce que sinon, ils ne peuvent pas exercer leur religion correctement, n'est-ce pas ? Et on fait ça, et on ne fait rien d'autre. Donc on attend que les Algériens veulent bien négocier. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a à chaque fois une plaque de l'Algérie. Il fallait prendre des mesures que naturellement, apparemment, le président de la République, qui est directement concerné, puisqu'il s'agit de mettre fin à un accord, il peut dénoncer un accord. On n'a pas envie de le dénoncer. L'accord de 68 permet des droits, notamment d'installation exorbitants aux citoyens algériens. Et il permet aussi des conditions de séjour exorbitantes par rapport aux autres étrangers hors Union européenne. Ça pouvait être dénoncé unilatéralement, faute pour l'Algérie de respecter ses propres obligations consulaires. Deuxièmement, on pouvait envoyer des signaux extrêmement nets sur la fermeture d'un certain nombre de consulats. Ils en ont 20, nous on en a 3 en Algérie. Largement, il y a de la marge pour réduire le nombre de consulats. Troisièmement, on pouvait prendre des mesures sur Air Algérie à la veille du Ramadan et au lieu de faire rentrer des imams, faire en sorte que ça s'arrête, histoire de montrer que la France se fait respecter. On n'a fait aucune de ces choses. On a juste dit qu'on peut, voilà, on ouvre une négociation, on va soumettre une liste des types les plus dangereux qui voudront bien récupérer au bout de 6 semaines. Alors qu'on a des milliers, de ressortissants algériens clandestins qui sont passés par la case au QTF et qui, eux, ne sont même pas concernés par les protestations qu'on fait. Donc, franchement, je trouve que le gouvernement est tout à fait en dessous de ce qu'il faudrait faire. Ça tient
au fait qu'il n'y a pas d'accord entre eux. Le ministre de l'Intérieur a une position qui est assez voisine de ce que je viens de dire, mais il n'a aucune chance de l'appliquer face à un gouvernement qui est tout à fait différent et un président de la République qui ne veut pas bouger. Je note, pour terminer, que l'activisme de M. Macron sur l'Ukraine, Poutine et Trump contraste avec un silence assourdissant de sa part sur la menace venant du Sud. Quand même, je rappelle que, et là je renvoie un rapport de la Fondapol qui est extrêmement intéressant, publié en octobre dernier, depuis 1979, il y a eu 70 000 attentats islamistes, 400 000 morts, dont personne ne parle jamais. On est tous focusés sur Trump et Poutine et Zelensky, ça. Très bien, il y a un problème majeur en Europe, mais il y a un problème du Sud aussi, qui concerne directement la France. Il serait peut-être temps de s'en occuper. Donc on parle beaucoup, on entendait tout à l'heure le président redonner une sauce à Lisbonne sur faut aller de l'avant, etc., en parlant de l'Ukraine, de Poutine et de Trump. Sur le Sud, silence radio. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi. Olivier, rapidement, petit tour de table sur le sujet. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'en plus, le régime algérien utilise le ressentiment contre la France, à chaque fois qu'on fait comme ça, comme un moyen de fédérer, de faire oublier ses échecs en politique intérieure et de fédérer sa population. Et nous, effectivement, face à ça, et je suis assez d'accord, c'est surtout qu'on a l'impression, quand on voit par exemple ce qui se passe aux États-Unis, la manière dont ils gèrent, nous on a l'impression d'avoir une politique qu'on voit au ralenti. On a l'impression que tout est ralenti, on est incapable de prendre des décisions fermes. Alors effectivement, on voit que Bruno Retailleau obtient quand même, je pense que François Bayrou fait un demi-pas, mais ce demi-pas, il a été parce qu'il y a une pression énorme de Bruno Retailleau. Mais c'est vrai qu'on espérait avoir un peu plus de réaction ferme, parce qu'en face, effectivement, à chaque fois qu'on joue des demi-mesures, ils nous mettent des claques entières. Vous savez quoi ça me fait penser? Soudain, Borg, le tennisman. Chaque fois, il renvoyait des balles. Nous, on envoie des balles. Ils ont déjà dit on les reprend tout de suite. Ils ont déjà dit que ce qu'on a avancé là, c'est pipeau. Parce qu'ils considèrent que c'est nous qui avions volé. Quand vous rentrez dans cette histoire de il faut renégocier, les types vous disent mais non, c'est vous qui violez. Et à partir de là, c'est mort. Allez, Mathieu et Amaury. Et ensuite, j'ai une petite vidéo. Il faut absolument qu'on ait le temps de la voir. Ça va faire plaisir à Monsieur Lelouch. Très rapidement. Les pays africains, pour répondre à la question de Pierre Lelouch, les pays africains ne respectent que le rapport de force. Comme tous les pays du monde d'ailleurs. Le problème, c'est que la France, depuis 60 ans, s'excuse d'être ce qu'elle a été. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous ne pouvez pas vous faire respecter de pays comme l'Algérie, de pays comme la Tunisie, de pays comme les pays d'Afrique subsaharienne. C'est tout l'enjeu du problème. Le problème, c'est que la France s'excuse de ce qu'elle est et donc elle ne se fait plus respecter. Et à partir du moment où elle ne se fait plus respecter, alors effectivement, vous avez des résultats en termes de politique migratoire, par exemple, qui sont désastreux. L'Algérie ne reprend que 0,2% des clandestins sous OQTF qu'on essaye d'expulser, alors que la France déjà n'expulse que les OQTF ne sont déjà exécutés qu'à hauteur de 7%. L'Algérie, c'est moins de 1%. À partir de ce moment-là, le problème, il est politique. Et pour résoudre un problème politique, il faut un certain nombre d'arguments et d'armes pour pouvoir justement négocier un nouveau rapport de force avec l'Algérie. Le problème, c'est que, effectivement, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que le gouvernement et les macronistes d'un point de vue global ont lâché cette question-là depuis longtemps, du réarmement face à l'Algérie. Le problème, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut effectivement, utiliser la politique commerciale européenne pour essayer de nous plaider sur des sanctions commerciales à l'égard de l'Algérie, de la même façon que Donald Trump l'a fait avec la Colombie, par exemple, parce qu'il a réussi à faire en une semaine ce que nous, on n'a jamais réussi à faire avec l'Algérie. Et surtout, il faut une politique française qui soit beaucoup plus volontariste. Les visas, la question de l'accord, c'est effectivement une bonne solution. Et puis aller beaucoup plus loin, bloquer les transferts de fonds s'il le faut, bloquer un certain nombre de prestations sociales ou de les geler qui vont aller à l'encontre de l'Algérie. Par exemple, vous savez qu'on est les seuls pays qui versent les prestations de retraite à l'État algérien, qui les redistribue aux retraités algériens. C'est quelque chose qui n'est plus possible. À partir de ce moment-là, il faut que la France mette tout en œuvre pour pouvoir justement rétablir un rapport de force pour faire respecter sa voix face à l'Algérie. Allez, Amaury, dernier mot. Oui, moi, quand j'ai lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, j'ai cru qu'il avait été signé par la France insoumise. Enfin, extrait, vous l'avez d'ailleurs cité, de ce torchon orwellien. J'ai sorti quelques extraits. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Enfin, il y a 20 ans, c'était le président Bouteflika qui déjà nous accusait d'avoir commis un génocide en Algérie et qui nous comparait, nous, Français, à des nazis. Ça fait 3 mois que le président Tebboune accuse le gouvernement français d'être d'extrême droite et soumis au lobby sioniste. En réalité, on continue à finasser, à tergiverser, alors qu'il faut évidemment engager un bras de fer diplomatique et politique dès à présent. On aurait même dû en fait l'engager il y a 3 mois,
lorsque l'Algérie, la dictature algérienne, a interpellé et enjôlé notre compatriote Boualem Sansal, retenu dans les prisons de la dictature algérienne pour avoir commis le seul crime d'avoir écrit des livres. Et aujourd'hui, ce même régime lui a demandé, il y a encore quelques jours, de changer d'avocat parce qu'il est juif. C'est insupportable. Allez, dernier sujet, il nous reste 6 minutes. Alors je crois, sur mes 4 invités, 3 ont vu cette vidéo. Seul Pierre Lelouch ne l'a pas vue. Je me régale. Je vous imagine, en découvrant cette vidéo, on vient d'évoquer, je vous mets une certaine pression, on vient d'évoquer tous les dossiers importants. Il faut parfois un peu de légèreté, mais quoique, quand on voit la situation en Ukraine, les rapports Ukraine-Russie, quand on voit ce qui se passe en Israël avec le Hamas, quand on voit tous les dossiers importants, on a un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui s'est amusé à faire une petite vidéo. Alors je vous la propose, vous la regardez, et puis je commencerai, puisqu'il ne la connaît pas, il va la découvrir en même temps que peut-être certains de nos téléspectateurs. Et j'ai hâte de regarder, je vais vous observer avec une grande attention, Pierre Lelouch. Merci. Allez, Monsieur Barrot qui communique. Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, notre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai dit « Ah, je te rappelle. » Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu « Final call ». Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Une voix dans l'avion a dit « Bienvenue au poste, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. » Et on a décollé. J'ai 12 heures de vol, alors j'ai lu mon dossier. C'est un gros dossier. Un très gros dossier. Et pour être en forme, en arrivant, j'ai dormi. La porte s'est ouverte, je me suis rappelé de la phrase en partant. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. Mais je crois que c'était une fake news. J'ai retrouvé mes homologues européens et on s'est coordonnés pour être unis en séance plénière. Mais avant de parler de la séance plénière, je dois vous parler des bilatérales. Les bilates, comme disent les diplomates, ça veut dire que j'ai parlé à un ministre, puis à un autre ministre, puis à un autre ministre. Pour accueillir autant de monde, il faut un grand lieu. Et donc il faut marcher, faire des allers-retours. Seul, à deux, à plusieurs. À un moment, on était en retard, alors on a opté pour un autre moyen de transport. J'ai pu m'installer à l'heure en plénière. J'ai écouté tout le monde parler. C'était un peu long, mais intéressant. Chaque pays et chaque organisation internationale expose sa vision de la situation. À un moment, ça a été mon tour de parler. Ce que j'ai dit, je l'ai répété à la presse également, et j'ai dit non, la fragmentation du monde ne se fait pas le long de lignes géographiques. Non, elle ne se fait pas entre le nord et le sud, mais entre ceux qui veulent agir pour affronter les défis, respecter les règles et le droit international, et les autres. Et en réaffirmant ce principe, je rappelle que c'est la boussole de la France, la boussole du multilatéralisme. Non comme un luxe ou un idéal, mais comme une nécessité pratique, pour faire primer le droit sur la force, pour rassembler le nord et le sud, et pour protéger nos concitoyens contre des menaces qui dépassent les frontières. Bref, j'ai fait un G20. D'abord j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Comment pourrais-je vivre encore sans toi à mes côtés? Depuis j'ai passé tant de nuits à me dire que t'avais tort, à t'en vouloir. Et puis je me suis habitué et tu reviens, si sûr de toi. Bref, c'était la vidéo de Jean-Noël Barrot. Je vous signale que nos téléspectateurs ont regardé pendant la diffusion de ce petit montage de Jean-Noël Barrot votre attitude. Je vous le dis. Oui, j'avais parié sur l'attitude et sur le positionnement de votre main sur votre bouche. Mais je ne me suis pas beaucoup trompé. Bref, vous en pensez quoi? Je suis triste pour mon pays. Je pense à Couve de Murville, que j'ai connu. Je pense à Jules Mock, je pense aux grands hommes qui ont fait la France et la diplomatie de la France, sans parler de Talleyrand, naturellement. Mais ça, c'est juste pathétique. En plus, il parle trop vite, on l'entend pas. C'est n'importe quoi, c'est totalement décousu. Bon, on voit sa tronche. Je suis content d'être ministre. Putain, je cours partout, je téléphone. C'est minable, quoi. Bon, il s'est inspiré de la série Bref. Inspiré de quoi? De la série Bref. Vous connaissez cette série Bref, non? Non, je connais pas. Ouais, en fait, c'est pour ça. Je connais mon pays. Enfin, j'essaye. Ouais. Mais ça me dépasse complètement. Je trouve ça. Bref, qui connaît un vrai succès. Mais c'est vrai que j'évoquais les situations et les dossiers que nous évoquons autour de ce. Peut-être que c'est un peu décalé quand même, non? Légèrement. C'est très décalé. C'est très décalé. Olivier, très décalé, de table. Ça veut être quoi? Moderne? Ça veut être voilà, c'est une succès. Bref, c'est rigolo. Je vous conseille de le regarder ce soir tranquillement. C'est une série humoristique, mais effectivement là, sympathique. Mais ce qui est effectivement, on peut dire qu'en termes de communication, c'est pas bref, c'est un peu court parce qu'en fait là, on voit vraiment que c'est surtout se mettre en scène lui, c'est l'ego dans toute son amplitude. Il y a un patron qui fait ça depuis 10 ans, malheureusement. Oui, mais effectivement, et puis il y en a eu.
y en a eu d'autres. On a eu effectivement des ministres qui étaient, même Gabriel Attal, on l'a beaucoup vanté pour sa communication sur TikTok. Sauf qu'à un moment donné, notamment quand on est sur des sujets aussi compliqués, qu'on a parlé de cette brutalisation du monde, et ben le côté décalé, humoristique, et ben ça tombe vraiment à côté. Avec I Will Survive à la fin. C'est assez désastreux. Le contraste entre la difficulté du monde dans lequel on est, la guerre en Europe, le basculement complet des rapports de force du monde, et ce petit mec qui joue à se faire plaisir tout seul, mais c'est juste pathétique. Allez, Amaury et Mathieu, votre réaction, votre lecture. Il y a unanimité sur ce... C'est consternant, c'est moi-je à l'image en effet d'Emmanuel Macron, dont M. Barrot est l'homme lige. Et puis dans le contexte actuel, là où la Russie et les États-Unis sont en train de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine, où la Chine est en train d'étendre son pouvoir partout en Asie, où les nations dans le monde entier sont en train de se surarmer, l'Iran, Israël, et on voit ce ministre qui est qualifié d'ailleurs par certains de ses collègues au gouvernement de nul, je cite, qui est une calamité ambulante, qui préfère aller serrer la main du nouveau leader de la Syrie, ancien terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique, plutôt que préfère plutôt morigéner Elon Musk et Donald Trump, et puis va serrer la main à cet ancien terroriste. C'est absolument consternant sur toute la ligne. Il serait temps que l'on nomme enfin au Quai d'Orsay un homme compétent et surtout d'expérience. Mais quand on voit tous les dossiers, je trouve que ça tombe à côté de la plaque, littéralement. Même si j'aime beaucoup la série, bref, évidemment, mais le ministre pas comme ça. Mais le ministre des Affaires étrangères, il a 15 ans de retard. Il a déjà 10 ans de retard sur la série, puisque c'est une série qui date, je crois, d'il y a 10 ans. En tout cas, je me souviens la regarder quand j'étais beaucoup plus jeune. Et surtout, c'est que sur tous les dossiers internationaux... Elle revient. Mais sur tous les dossiers internationaux, ils ont 15 ans de retard sur la compréhension des grandes mutations mondiales. L'ère de la concertation, du multilatéralisme, de la discussion comme résolution des conflits, du droit international qui permet de résoudre l'ensemble des différends entre les pays, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Il serait bon de se réveiller pour la Macronie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple l'OMC qui est complètement paralysé depuis 2016 et qui est utilisé par l'ensemble des pays comme étant un instrument faible pour pouvoir justement pratiquer des mesures de rétorsion commerciale. De la même façon, l'ONU ne sert à rien sur un certain nombre de sujets. Donc à partir du moment où cette ère-là n'existe plus, que cette logique de la concertation n'existe plus et qu'elle est directement aujourd'hui supplantée par la logique du rapport de force entre des États, comme l'a dit Amaury, qui se réarment, des États qui se réapproprient leurs racines pour pouvoir peser dans l'avenir du monde. Quand nous, on affiche des ministres comme ça, qui sont aux antipodes de cela, on passe, désolé pour le mot, on passe pour des clowns. Pierre, bref. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que l'autre jour, quand Macron était dans le bureau ovale, au même moment, à l'ONU, à New York, étaient passées 3 résolutions, dont une devant le Conseil de sécurité, où nous sommes membres permanents, dans lequel les États-Unis votent avec la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, le Mali et quelques autres, une résolution invraisemblable où on donne quitus, en fait, à la Russie de son occupation en Ukraine. Je croyais qu'on était contre, mais c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que donc c'était une humiliation en temps réel du président de la République française pendant qu'il était reçu par Trump, qui lui avait donné l'ordre à son ambassadeur à New York de voter cette résolution russe. Qu'est-ce qu'aurait dû faire le président de la République française ? Qu'est-ce qu'aurait fait De Gaulle, à votre avis ? Il aurait mis le veto. Et il aurait dit dans le bureau ovale, en ce moment vous êtes en train de faire ça, la France est contre. C'est ça une politique étrangère. C'est ça une politique étrangère. Quand on voit un zozo pareil qui se met en scène alors qu'il se déroule des choses aussi graves, on est vraiment dans le grand n'importe quoi et dans l'abaissement de notre pays. C'est ça qui me rend triste. Mais je comprends aisément. Comprenez, et nos téléspectateurs. Pourquoi je suis triste et effondré. Je subodorais votre réaction, mon cher Pierre. Je m'en doutais. On marque une pause. C'est la mi-temps de ce Midi News. On se retrouve dans quelques instants. On va reparler de ce, là aussi, de ce fameux dossier et chantier qui a été stoppé, la 69. On sera justement avec Lilian Clerc, qui est président du MEDEF du Tarn. Et c'est une vraie claque pour les politiques locaux, mais également pour le gouvernement. Encore une, je serais tenté de dire. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Mais ce qui s'est passé...
Il est un peu plus de 13h. Merci de nous accueillir. C'est déjà votre deuxième partie de votre BNews Weekend. Programme très chargé. Je vous présente mon équipe du vendredi dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de cette deuxième partie. À la une, on se reparle encore évidemment de cette décision surprenante sur le dossier, le fameux dossier de l'autoroute A69. La justice a annulé l'autorisation de la construction du tronçon de 53 km entre Toulouse et Castres. Fin de chantier donc. Une décision qui passe très mal chez les politiques locaux et également les chefs d'entreprise locaux. Dans Mini News, on vous parle des retraites. François Bayrou a ouvert la porte à un référendum. France Ouvrière, le 3e syndicat français, a claqué la porte à la première réunion du conclave des partenaires sociaux. Éric Coquerel, lui, veut bien un référendum, mais sur l'abrogation de la réforme 2023, c'est un sujet pour nous. Enfin, on va se parler encore de Rima Hassan, après ses propos scandaleux tenus chez nos confrères de Sud Radio sur le Hamas. Selon l'eurodéputé LFI, le Hamas respecte le droit international qui justifie la lutte armée dans un contexte de colonisation. Certains appellent à sa destitution. Voilà pour notre menu très chargé pour cette deuxième heure. Tout de suite, nouveau tour de l'information avec vous, Adrien Spiteri. Et on commence ce journal avec cette information. Un homme de 37 ans armé d'un couteau a été arrêté et placé en garde à vue. L'homme proférait des menaces dans un train reliant Lille à Calais hier. Il a été maîtrisé par un élève gendarme qui était en repos. L'individu est un migrant originaire d'Afrique de l'Est sous le coup d'une OQTF. Dounia Tengour, vous êtes à Hasbrook avec Timothée Forget. Dounia, quelles sont les dernières informations dont vous disposez dans cette affaire ? Alors effectivement, Adrien, nous sommes à la gare d'Hasbrook. Alors pour l'instant, sur les faits, vous l'avez dit, ça s'est passé hier, aux alentours de 15h, dans un train reliant Lille à Calais. Un homme a sorti un couteau de boucher et a proféré des menaces. Mais le drame a été évité de justesse, puisque très vite, l'homme menaçant a été mis à distance grâce à l'intervention d'un élève officier gendarme qui était à ce moment-là en repos, aidé d'un agent de la sûreté ferroviaire. Et selon les informations de notre service police-justice, il s'agirait donc d'un migrant d'une trentaine d'années, originaire d'Afrique de l'Est, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et vous l'avez dit, Adrien, l'homme a finalement été maîtrisé ici même à la gare d'Hasbrook et remis à la police et placé en garde à vue. Et on suivra cette affaire. Merci beaucoup à Dounia Tengour avec Timothée Forget derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité, le procès de Joël Squarnec se poursuit à Vannes après s'être ouvert en début de semaine. Hier, la cour criminelle du Morbihan s'est penchée sur l'enquête qui a permis de révéler les agissements du chirurgien, des viols et agressions sexuelles sur près de 300 patients, souvent mineurs. Reportage de Marie-Victoire Dieudonné, Mickaël Chailloux et Adrien Fontenot. Dans le Morbihan, certains témoignages sont plus inaudibles que d'autres. Après l'audition de l'ex-femme de Joël Le Squarnec, qui nie toute connaissance des penchants pédophiles de son ex-mari, les victimes ont exprimé leur dégoût. C'est un film d'horreur qu'il se passe. C'est inacceptable d'entendre qu'un viol d'adulte est plus grave qu'un viol d'enfant et que les enfants pouvaient prendre plaisir. En 10 heures d'audience, elle a complètement anéanti les 299 victimes. Comment peut-on en 2025 dire des propos comme cela ? Si la sœur de Joël Le Squarnec a bien dénoncé l'inceste sur ses filles, confié dès octobre 2000 par l'une d'entre elles, et les mensonges de l'ex-femme du chirurgien, le silence des proches reste incompréhensible pour les parties civiles. On voit qu'ils sont encore attachés à l'homme en définitive. Et ça me perturbe parce que même si on a été l'ex-femme, même si on a été un très grand ami, je pense que quand on est face à un homme de cette envergure qui a commis autant d'agressions et de viols, comment peut-on encore lui trouver une once d'humanité ? Ça me pose question. Une omerta familiale, mais aussi du milieu médical. Avant une nouvelle audition ce vendredi, celle du fils aîné de l'accusé. Les Français payent de moins en moins en liquide selon le dernier bulletin de la Banque de France. Les paiements par carte bancaire sont désormais privilégiés. En Europe, pourtant, les espèces restent beaucoup utilisées, notamment en Espagne ou encore en Italie. Reportage à Toulouse de Jean-Luc Thomas. Depuis 3 jours, une petite révolution nous concerne tous. Pour les paiements du quotidien, la carte bancaire physique ou numérique a dépassé les espèces. J'utilise plutôt la carte bancaire parce que c'est plus rapide. Je fonctionne beaucoup avec la carte bancaire qui en plus maintenant est sur mon smartphone, donc très facile. J'utilise ma carte bancaire pour
tout le temps maintenant. La monnaie se fait donc forcément plus rare chez les commerçants. Nos clients payent de plus en plus en carte bancaire, ils ont de moins en moins d'argent, d'espèces sur eux. Et pour nous, on privilégie effectivement ce type de paiement à la carte bancaire pour des raisons de sécurité. Sur les marchés, pour les métiers de bouche, la carte bancaire supplante les autres moyens de paiement. Il y a encore des espèces qui circulent, mais beaucoup par carte, surtout les jeunes. La plupart des transactions se font par carte, effectivement. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins par monnaie. Et on galère un peu des fois sur la monnaie. Il faut toujours échanger les billets, etc. pour avoir de la petite monnaie. 48% pour les cartes, 43% pour les pièces et billets. L'écart est déjà de 5%. Certains résistent. Nous, on essaie en général de retirer pour avoir de l'espèce et maîtriser un peu plus les dépenses en fait. Pour 1 euro une baguette ou 1,20 €, je ne vais pas quand même payer avec la carte bleue. Rien n'est perdu pour la monnaie. 60% des consommateurs considèrent qu'il est important de pouvoir encore payer en espèces. Et puis à l'étranger, la Chine dit vouloir réagir aux taxes imposées par Donald Trump. Le pays dénonce un chantage et promet de prendre toutes les contre-mesures nécessaires après que le président américain ait décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les importations chinoises. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h. La suite de Midi News, c'est avec vous Thierry. Et la suite avec vous à 13h30 pour un nouveau point sur l'information. Exactement. Merci beaucoup Adrien. Allez, l'équipe du vendredi. Mathieu qui est avec nous, Pierre Lelouch est avec nous, Olivier Vial est avec nous, Amaury Brelet est avec nous et nous allons prendre la direction du Sud-Ouest. Et on va parler encore, si vous le voulez bien, de l'autoroute A69. On l'a évoqué en première heure, évidemment. Et je vous rappelle cette information. Le tribunal administratif donc, de Toulouse a décidé de bloquer le chantier de l'autoroute qui relie la ville rose à Castres. Et nous sommes avec Lilian Clerc, qui est président du MEDEF du Tarn. Nous étions avec un sénateur tout à l'heure. Je le disais, Lilian Clerc, c'est une douche froide pour les politiques locaux et puis pour les chefs d'entreprise locaux, je suppose. Racontez-nous. Vous avez ouvert votre éditorial en évoquant la surprise de cette décision. Je crois que vous touchez du doigt effectivement ce qui se passe dans notre territoire. C'est une grosse surprise, sans dogme. Cette décision a été prise il y a maintenant un certain temps. Des travaux ont été lancés et sont presque arrivés à leur terme. Un certain nombre de parties prenantes, qu'elles soient économiques ou particulières, ont pris des décisions et ont fait des choix de vie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une décision qui vient mettre à mal l'ensemble de ces choses-là, avec un territoire qui va se retrouver en difficulté et on ne sait pas vraiment comment réagir et qu'est-ce qu'il convient de faire. Je crois qu'il sera important, moi je suis le nouveau président du MEDEF, donc il s'agit pour moi d'un challenge important dès ma nomination. Mais j'entends vite se mettre à table et discuter avec l'ensemble des parties prenantes de ce projet pour trouver une solution qui soit une solution gagnante pour l'ensemble des parties et surtout pour l'ensemble du territoire. Il faut vite recréer du lien avec l'ensemble des gens et que nous puissions trouver une solution et de sortir de cette situation qui ne convient à personne. Je le disais, c'est une véritable claque, un pour le gouvernement, deux pour les élus locaux, également pour les chefs d'entreprise que vous représentez aussi, et d'autant plus que ce projet, si je m'abuse, avait été déclaré d'utilité publique par l'État, donc c'est incompréhensible. Complètement. Aujourd'hui, en fait, ça pose aussi une problématique qui est une problématique au-delà du régional, qui est une problématique nationale, hein, puisque ça vient créer un précédent. Et aujourd'hui, on peut se poser la question pour l'ensemble des chefs d'entreprise, quel sera l'avenir de nos territoires dès lors qu'il ne sera plus possible de mener un projet territorial qu'il conviendra de conduire d'une manière un peu différente. Donc il est difficile pour nous d'imaginer quelle pourra être la suite et comment on va pouvoir conduire et mener les stratégies de nos activités. Merci beaucoup Lilian Clerc. Je rappelle que vous êtes président du MEDEF du Tarn. Amaury Brelet, je ne vous ai pas interrogé au cours de cette première heure, ni vous Mathieu. Quelle est votre réaction ? C'est encore une fois les écolos 1, le pouvoir politique 0. Oui, c'est une décision surréaliste qui donne raison à une poignée d'écolos radicaux d'extrême gauche et qui fait suite à l'avis de la rapporteure publique, qui est une obscure magistrate en poste depuis 3 ans et qui a étudié le dossier en moins de 2 mois. Résultat, on a un projet qui est vieux de 30 ans, qui est avancé aux 2/3, qui a déjà coûté 300 millions d'euros, qui est soutenu à la fois par les élus locaux de gauche et de droite et qui s'arrête du jour au lendemain. C'est l'énième démonstration d'une dérive d'une partie de la justice administrative en France qui fait de l'idéologie, qui fait de la politique à la place des politiques au lieu de faire du droit. On l'avait déjà vu à l'occasion de la décision du Conseil d'État de refuser de valider la dissolution des soulèvements de la terre réclamée par le
par le gouvernement. Et évidemment que cette décision est scandaleuse et l'on comprend bien la colère des élus locaux, du monde économique et même des habitants qui soutiennent massivement ce projet d'utilité publique. Et on voit ce représentant du BNF est touché, hein, et on le saurait à moins sans doute. Mathieu. Oui, la France souffre d'un enfer normatif et d'un enfer juridique depuis trop d'années. Parce qu'en fait, on a de nombreux projets aujourd'hui, notamment des projets économiques, la 69, la construction de certaines lignes ferroviaires, etc., qui sont aujourd'hui entravés par l'impuissance publique, elle-même provoquée par notre modèle, on va dire, la justice administrative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est effectivement, et c'est ce qu'a dit monsieur Pierre Lelouch, c'est, on va dire, cet enchevêtrement juridique, cette capacité à pouvoir faire des recours pour bloquer un certain nombre de projets. Et l'autre problème, c'est les gens qui font les recours. Et notamment, ces fameux écologistes qui sont en réalité des escrocs, parce que sur tout l'ensemble des politiques publiques, ils nous ont coûté des points. Ils nous ont expliqué pendant des années, par exemple, que la réindustrialisation, c'était quelque chose qui était mauvais, parce que l'industrie, c'était sale pour notre pays. Quel est le résultat ? Aujourd'hui, les Français veulent qu'on réindustrialise le pays parce qu'on a perdu 2 millions d'emplois industriels depuis 1981. Deuxième problème, sur la question énergétique, de la même façon, imaginez aujourd'hui reconstituer une puissance énergétique française avec cet enchevêtrement juridique et ces écologistes. Ça serait impossible de faire la France du général de Gaulle des années 60 aujourd'hui, alors même qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays se réarment sur les questions énergétiques. Enfin, sur les questions agricoles, pour terminer, de la même façon, là, on retrouve les mêmes personnes, ce sont les mêmes groupuscules qui bloquent les agriculteurs, qui les emmerdent, entre guillemets, permettez-moi cette expression, sur, par exemple, Notre-Dame-des-Landes ou même sur d'autres... Vous imaginez, là, on voit les images, là, mais le dossier était fortement... moi, je connais bien le dossier de la ZAD de Nantes, mais on n'était pas rendu au même point, et loin de là. Surtout, alors que là, le dossier est quand même... le chantier était largement avancé. Et surtout, c'est qu'à chaque fois, c'est fait contre les riverains et contre le peuple. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les riverains, sondage Odoxa, paru en mars 2024, 79% des riverains étaient pour et étaient favorables à la 69. Comment c'est possible aujourd'hui dans notre pays qu'une minorité puisse prendre en otage la majorité ? Et c'est, je pense, la question que se posent beaucoup des gens qui nous écoutent. Oui, avec juste quelque chose que je rajoute, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous rappelle, par exemple, ce qu'on a connu aussi sur les questions migratoires, c'est qu'en plus, on a des associations qui sont financées par des subventions publiques, France Nature Environnement, plusieurs millions d'euros rien que pour le fonctionnement financé par les ministères et les collectivités, et qui après attaquent les projets qui sont portés par l'État. Donc l'État finance les gens qui vont attaquer ses propres décisions. Il y a un moment où effectivement on peut se poser la question de savoir si le monde tourne dans le bon sens. Non, j'ajoute un point, puisque il vient de toucher la question centrale de l'immigration. L'une des raisons de la paralysie du système, c'est qu'effectivement, vous avez la moitié maintenant de l'activité des tribunaux administratifs qui est dominée par le contentieux de l'immigration. Droit d'asile, procédure à répétition sur la même personne qui, du coup, ne part jamais. Donc, c'est pour ça que je demandais au départ, quand on a parlé tout à l'heure, une clarification. L'État doit savoir ce qu'il doit faire en matière migratoire et se donner les moyens de mener cette politique. Idem en matière de transport et d'énergie. Si la décision est prise sous la forme d'une élection présidentielle ou d'un référendum de construire des centrales nucléaires, de construire des routes, qui a une utilité publique qui a été vérifiée par l'opinion publique, que l'enquête a été menée correctement, après ça doit suivre. Mais si on a dans l'espèce 4 référés suspension qui ont été rejetés pour se retrouver ensuite avec une décision absolument contraire, c'est incompréhensible. Ça va faire jurisprudence. Oui, mais ça dépend, parce qu'après, vous avez la Cour administrative d'appel. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Ça se trouve, elle va dire exactement l'inverse, et peut-être même ordonner la reprise des travaux. Mais si ça reste en l'état, vous imaginez, il y aura toujours un petit scarabée en or, un petit quelque chose non, qui mais fera que... ça va rester en l'état. Le problème, c'est que la Cour d'appel administrative, elle va prendre plusieurs mois avant de se saisir du dossier. Donc tout va être arrêté pendant peut-être 6 mois, 8 mois. Et si ensuite, après, vous allez au Conseil d'État, là, on est parti pour 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça que ça devient... Il est impératif que l'État se donne les moyens de gouverner le pays. Sinon, effectivement, on va rentrer, pour des raisons d'ailleurs bonnes ou pas bonnes, je ne rentre pas sur l'agriculture, il y a aussi des histoires de santé publique, de pesticides, de choses qui doivent être traitées par l'État. C'est sa fonction. Bien sûr. L'opérateur n'a pas nécessairement raison.
Est-ce que oui ou non, il fallait gagner 20 minutes sur 1h10 de trajet? Ça se discute. Bon, après, il y a une enquête d'utilité publique, on consulte tout le monde. Au besoin, on doit faire, comme en Suisse, un référendum local, et après, on prend la décision. Mais là, bloquer à répétition, engager de l'argent, des référés suspensifs, et que ça traîne en justice, c'est le pire, la pire des façons de gouverner. C'est pas comme si le référendum local dans ce genre d'affaires. C'est pas comme si nos finances étaient au vert en plus. Pardon ? C'est pas comme si nos finances étaient au vert. Oui, évidemment. Quand on voit mais même, c'est de la gabegie. L'argent qui a été dépensé et engagé sur un tel chantier, mais là aussi, encore une fois. Non, mais on serait quand même. Prenez une affaire comme celle-là, on serait beaucoup plus fort s'il y avait un référendum local. L'opinion. Pour Notre-Dame-des-Landes, on l'avait fait. Voilà, exactement. Mais ils n'ont pas tenu compte du référendum. Je connais bien le dossier. On l'a fait, ça n'a pas marché. On l'a fait et on n'a pas tenu compte des avis locaux. Parce que le gouvernement a reculé. Il n'était pas digne de ce ton, ce gouvernement à l'époque. Souvenez-vous. Là, c'est une Les djihadistes sont toujours là. Oui, bien sûr. Toujours. Là, c'est une décision de justice, mais on l'a dit, les politiques ont une lourde responsabilité. C'est eux qui ont ouvert la boîte de Pandore, notamment à l'occasion de cette capitulation par le gouvernement d'Édouard Philippe en 2018 dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes, alors même qu'il avait été organisé 2 ans auparavant, en 2016, un référendum local pas acceptable. Au cours duquel 55% des habitants s'étaient dit favorables à ce projet. Juste pour terminer, l'État gaulien en France, normalement, l'État, quand il a une volonté politique forte, elle est capable de mettre en œuvre des politiques publiques. Elle en a été capable de faire le TGV, on a été capable de faire le programme nucléaire, etc., etc. Pourquoi aujourd'hui on arrive à une paralysie? Non, mais une autre époque. Bien sûr, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut revenir sur l'ensemble de ces verrous. Et le problème à la fin, c'est que c'est toujours Marine Tondelier et ses amis qui gagnent. Parce qu'on se dit aujourd'hui, elle nous explique que la France doit combattre les États-Unis de Donald Trump, doit combattre la Russie de Vladimir Poutine. Mais si la France n'est pas capable aujourd'hui, sur son propre sol, de pouvoir faire vivre l'activité économique, d'à la fois asphyxier entrepreneurs, créateurs et personnes qui veulent innover, comment on peut aujourd'hui rivaliser avec d'autres puissances qui, elles, justement, mettent en œuvre des politiques publiques de bon sens qui vont dans le sens de l'intérêt général? Allez, on change de sujet, évidemment. On va parler des retraites, si vous le voulez bien. Là encore, un dossier ô combien sensible. Voilà. Le Premier ministre va-t-il consulter les Français au sujet des retraites? C'est une des hypothèses qu'il évoque dans les colonnes du Figaro ce week-end. Et François Bayrou dispose de 3 mois pour négocier avec le patronat et les partenaires sociaux. Et nous sommes avec Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force ouvrière. Merci Frédéric Souillot d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir parce que ça commence mal. Vous avez claqué la porte hier de la première réunion du conclave. C'est pas bien. En tout cas, pour moi, c'est bien. La seule revendication que nous avions et que nous avons toujours, c'est l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Et après, nous n'étions ni d'accord sur le format ni sur le périmètre. Et puis, se faire instrumentaliser en devenant une délégation paritaire permanente auprès du gouvernement, c'est mal connaître Force ouvrière, puisque nous sommes la seule organisation syndicale qui n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre, quelles que soient les élections politiques. Vous avez parlé de mascarade hier, en claquant la porte. Oui, mais parce que quand nous avons reçu la lettre de mission du Premier ministre, il nous explique que on ne pourra pas toucher ni à l'âge, ni à la durée de cotisation, et que l'équilibre financier doit être revu pour 2030. Le déficit actuel, c'est 6,5 milliards. 2023, je rappelle, l'excédent, c'était 8,4 milliards. Notre système de retraite par répartition n'est pas en péril. Il va bien falloir qu'on trouve des solutions et prendre des décisions. Mais il y en a déjà eu une première à prendre. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, si les dames sont payées aussi au même niveau que les hommes, c'est 6 milliards dans les caisses tout de suite, donc on ne parle plus de déficit. On poursuit le débat. Restez avec nous, Frédéric Souillot, parce que Pierre Lellouche, ancien ministre, vous a écouté avec une grande attention et il n'est pas d'accord, mais alors pas d'accord du tout avec vous. J'en profite pour vous dire que peut-être que je vous interromprai parce que Bruno Retailleau est sur le terrain. On retrouvera peut-être Bruno Retailleau qui doit intervenir. Pierre Lellouche. Non, moi je voudrais vous demander, monsieur, si vous pensez vraiment que notre système par répartition, vous venez de dire qu'il n'est pas en crise. Vous êtes sûr qu'il n'est pas en crise? Vous avez vu la démographie quand même de notre pays dans les années qui viennent? Est-ce qu'il n'est pas temps, je vais vous poser une question un peu difficile, mais est-ce qu'il n'est pas temps de penser à compléter ce système par un système par capitalisation?
faire comme les autres, au lieu de ne pas avoir d'argent, avoir une épargne qui soit utile pour le pays, en plus d'un système par répartition? Vous ne pensez pas? C'est pas le bon sens? Alors, Après tout, ça existe dans la fonction publique, la répartition. La capitalisation, je veux dire. Alors, oui, ça s'appelle la préfond dans la fonction publique, et c'était pour pallier au fait qu'on ne rentre plus au statut dans la fonction publique, et que donc il y a moins de cotisations, et que pour une partie, ils sont du privé, et sont polypensionnés puisqu'ils sont sous contrat. Réfléchir à l'avenir de notre système de retraite par répartition, parce que la démographie, vous l'avez dit, c'est une science exacte. D'ailleurs, je crois que c'est le président de la République qui avait dit il faut un réarmement démographique. Heureusement qu'on n'a pas fait 100 000 bébés, parce qu'on n'avait pas les maternités pour les accueillir. Donc notre système de protection sociale collective, bien évidemment que nous devons y réfléchir, mais pas dans un cadre où on nous met dans un carcan et où la possibilité de sortie à la fin, il n'y en a pas. Et je rappelle, ce n'est pas un accord, ce sera un relevé de conclusion qui retournera devant le Parlement. Mais moi, délégation paritaire permanente auprès du gouvernement, ça s'appelle de l'instrumentalisation et je ne suis pas d'accord avec cela. Donc je note que vous n'êtes pas d'accord avec la formule, mais pas nécessairement en désaccord avec moi sur le fond. C'est déjà un point, à mon avis, très important. Mais vous connaissez mon organisation syndicale, nous avons toujours pris nos responsabilités, quelles qu'elles soient. Mais là, je le dis au gouvernement, et je lui disais déjà bien avant, dès qu'il a parlé de conclave, je lui ai rappelé la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et je lui ai aussi dit, et je l'ai redit, ni le format ni le périmètre ne nous conviennent. Et pour le coup, je ne suis pas le seul à le penser. Alors après que chacun prenne ses responsabilités. Merci beaucoup Frédéric Souillot, merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Mais vous voyez que le sujet, c'est le format. Eh oui. C'est-à-dire qu'on a utilisé ce gadget pour faire voter les budgets. Le Premier ministre s'en est tiré en disant, bon, ça, on va en faire, vous êtes patate chaude, on va en faire un conclave. Un petit conclave. Mais en attendant, vous me votez le budget et la sécu, Ouais. ce qui s'est passé. On voit surtout que Pierre Lelouch pourrait être à la tête du conclave de façon plus efficace que... Non, mais c'est un appel peut-être. Je sais pas. Clairement, la méthode va pas. Bah oui, la méthode va pas. Parce que les syndicalistes sont pas obtus. Ils savent tous. C'est pourquoi on aime avoir Pierre Lelouch, parce que c'est un ancien ministre, et puis on aime bien avoir des gens qui connaissent bien les dossiers sur nos plateaux, évidemment. Enfin. Et donc voilà. Il s'est toujours pas remis de la vidéo, Pierre Lelouch, de Monsieur Barrault. Vous regarderez la série Bref ce soir, vous penserez à nous. Non, je regarderai plus. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Sujet sensible ô combien, on parlera de Rima Hassan et de ses dernières déclarations. Certains appellent à sa destitution. On va ouvrir le débat ensemble, évidemment. Et on parlera de nos amis de C8, puisque C8 va éteindre la lumière définitivement ce soir. Et c'est important de saluer nos 400 collègues et amis de C8. À tout de suite. Quand même. 13h31, ça passe vite le temps, hein. Ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble pour votre mini-news week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On fait un nouveau tour de l'information avec vous, Adrien Spiteri. Depuis 2015, 79 attentats ont été déjoués en France. C'est ce qu'a déclaré ce matin le directeur de la section antiterroriste de la DGSI. Il assure que la menace reste très élevée sur le territoire. Selon lui, 70% des individus qui ont été interpellés pour ces faits depuis 2023 ont moins de 21 ans. Volodymyr Zelensky attendu à la Maison-Blanche aujourd'hui. Le président ukrainien doit rencontrer son homologue américain Donald Trump, car les États-Unis convoitent les minerais stratégiques de l'Ukraine. Objectif rembourser l'aide apportée au pays pour faire face à l'invasion russe. Un accord devrait être signé. Et puis on termine ce journal avec ces belles images au Brésil. Un ourson polaire est né à l'aquarium de Sao Paulo. Il s'agit d'une première en Amérique latine. Les membres de l'aquarium précisent que les données comportementales recueillies sur les animaux présents sur place les aident pour la préservation de l'espèce. Voilà, des belles images, Thierry. Allez, ça nous fait du bien. Quand on voit tous les thèmes d'actualité que nous abordons, c'est un très bon choix. Je vous en félicite, mon cher Adrien. Merci beaucoup, Thierry. Un peu de douceur dans ce monde. Voilà, vous connaissez la suite. Merci Adrien, merci beaucoup. Mathieu qui est toujours à mes côtés, Pierre Lelouch aussi, Olivier Vial et Amaury Brelet. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais je vous le dis, Bruno Retailleau s'entretenait et reçoit en ce moment même Matteo Piantedosi.
C'est son homologue, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Pierre. L'ha fatto molto bene. Voilà, mais Matteo Bravo. Piantedosi, ministre de l'Intérieur italien, ils se sont entretenus, entre autres, sur le dossier de l'immigration. On va écouter ce que Bruno Retailleau comment Bruno Retailleau a réagi. Nous venons de signer un arrangement qui est important, que nous avions travaillé déjà au mois d'octobre dernier sur cette unité de recherche qui va nous permettre de constituer à parité une force d'investigation avec des enquêteurs français et italiens pour démanteler des filières, notamment de trafic d'êtres humains, les filières donc d'immigration. C'est important parce qu'on voit bien que ces filières agissent sur nos deux pays, elles transgressent nos frontières et si nous n'avons pas une bonne coordination, alors nous serons beaucoup moins efficaces. La signature de cet arrangement est comme une sorte de consécration. Réaction, Pierre ? Réaction, Mme Meloni travaille sérieusement l'immigration. Ça baisse chez elle. Hein. Elle a pris des mesures. Mais ça fonctionne. Hein. Très critiquées à Bruxelles. Mais elle fait le job. Elle a fait le job avec les Libyens, avec les autres. Ça se calme de ce côté-là. Et si effectivement on arrive à bloquer les filières, on aura moins de monde du côté de Ventimiglia parce que on a eu des problèmes épouvantables. Le flot remontait et là maintenant ça passe par l'Espagne, etc. Hein, oui, ça a été. Par chez nous, passe par du coup, comme Mélanie fait le boulot, ça s'est décalé. Ça s'est décalé un petit peu au sud. Voilà. Amaury ? Oui, le nombre d'arrivées de migrants en Italie a baissé de 60% l'an passé. Donc tout est dit. Et en effet, elle avait été critiquée violemment lorsqu'elle a pris le pouvoir par toute la gauche européenne. On l'accusait, c'était le retour du fascisme, c'était le retour de la lèpre d'extrême droite. On a bien vu le résultat de sa politique migratoire pragmatique. Et elle est même aujourd'hui arrêter d'être impressionnée par ce. Bien sûr, et elle est aujourd'hui encensée, y compris par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, c'est dire. L'autre dossier, on en parlait également, c'est l'Algérie. On en a longuement parlé au cours de notre émission et Bruno Retailleau s'est exprimé également, on l'écoute. En aucun cas, l'escalade vient de la France. L'Algérie détient actuellement un ressortissant français, Boualem Sansal, qui est un grand écrivain. Elle le détient sur aucune base légale. Chaque pays doit accepter de reprendre ses propres ressortissants. L'Algérie le refuse, violant le droit international, violant aussi le droit que nous nous sommes donnés. Voilà. Donc la France, qui a beaucoup tendu la main à l'Algérie, depuis qu'il a été élu, le président Macron a fait le maximum pour tenter de cautériser ce que l'on appelle les plaies mémorielles. Mais les douleurs de l'histoire, fussent-elles aiguës, ne donnent le droit à aucun pays d'humilier la France. Deux remarques. Pierre. Un sur les douleurs de l'histoire, ras la casquette. On a eu au Vietnam une guerre très difficile, énormément de violence, c'était très compliqué. Donnez-moi un exemple d'un gouvernement vietnamien qui continue à nous en vouloir 60 ans après et qui vit de cette rente mémoriale. Il n'y a que les Algériens qui jouent à ça, donc ras-le-bol, voilà, ras la casquette. Deuxièmement, sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, il a tort sur un point. Le droit international n'oblige pas les États à reprendre. Il y a des conventions consulaires, mais la notion selon laquelle les États sont obligés de reprendre leurs concitoyens n'existe pas en droit international. Ce qui existe, c'est le droit d'émigrer, au nom de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai conseillé au Quai d'Orsay, qui est dirigé par cet éminent personnage qu'on a vu tout à l'heure, de peut-être s'intéresser à faire une proposition devant la Cour internationale de justice pour créer cette obligation des États à reprendre leurs concitoyens, ce qui n'est pas le cas. Donc, fais attention à ça. Les Algériens peuvent se réfugier en disant « moi, je ne les prends pas, je ne les connais pas, ils ne sont pas à moi, etc. » Après, il y a les conventions consulaires qu'ils violent. Ça, c'est vrai. Il faut être précis. Olivier. Non, mais effectivement, on voit que sur l'Algérie, la situation de Boualem Sansal était la goutte d'eau qui aurait dû faire déborder le vase il y a déjà maintenant 3 mois. Il est temps effectivement qu'on durcisse. On voit que Bruno Retailleau, et c'est un peu dommage, on voit bien qu'il essaye de faire et qu'il est tout entravé par le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et qu'effectivement, il y a un moment où on a envie de se dire il faudrait quand même tous se mettre
autour d'une table dans ce gouvernement et avoir une seule décision et une seule ligne. Et c'est la ligne de Bruno Retailleau qui est aujourd'hui soutenue par les Français. Donc il faudrait qu'effectivement on soit assez ferme et malheureusement on ne peut pas la voir. On n'est pas. Mathieu, rapidement. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Pierre Louche, effectivement sur le droit à reprendre les ressortissants extérieurs. C'est vrai que ça n'existe pas aujourd'hui dans le droit international et c'est bien là le problème. La France devrait, que ce soit sur cette question migratoire, mais également sur la question du narcotrafic, plaider au niveau international. Encore faut-il avoir les armes pour cela et encore faut-il avoir les personnes pour cela, mais plaider au niveau international pour que justement puisse se faire appliquer un droit justement à contester la souveraineté de certains États qui ne veulent pas reprendre aujourd'hui leurs clandestins, et de la même façon sur le narcotrafic, une obligation des pays notamment du Sud de lutter contre le narcotrafic chez eux, parce qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'action coordonnée au niveau international, on n'y arrivera pas. Et le problème, c'est que la France doit faire porter cette voix-là dans le monde, on a des choses à dire au monde, mais la difficulté qu'on a, c'est qu'avec des gens qui nous ont désarmés pendant des années, c'est très compliqué. Juste un point, parce que ce sont des sujets que je connais un peu, qui sont vraiment intéressants. Il existe dans la jurisprudence internationale de la Cour internationale de justice la notion de la responsabilité d'un État sur les dommages causés à l'État voisin, notamment en matière d'environnement. La même chose devrait exister en effet en matière de terrorisme, en matière de narcotrafic et en matière de dommages causés par des ressortissants. Vous voyez, l'autre jour à Mulhouse, cette personne-là a été tuée du fait du gouvernement algérien, qui n'a pas repris son... C'est pas 10 fois, c'est 14 fois. Voilà. Donc vous voyez, la responsabilité, là, qu'est-ce qui va se passer ? La famille, elle va demander réparation, l'État français va prendre de l'argent de sa caisse de compensation des victimes du terrorisme, alors même que c'est la responsabilité de l'Algérie. Et moi, je voudrais que l'immense ministre des Affaires étrangères que nous avons s'occupe de cette question et fasse en sorte que le droit évolue, puisqu'il s'intéresse au droit international, et que les pays qui exportent du mal, soit par le terrorisme, soit par la drogue, soit par des gens qui viennent assassiner chez nous, soient tenus pour responsables. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Allez, il nous reste 5 minutes, mais l'actualité étant là, il fallait faire que vous puissiez écouter les prises de parole de Bruno Retailleau. Je regarde également, je surveille mon écran de contrôle, puisque vous le savez, Emmanuel Macron est au Portugal. Je ne sais pas si on prend Emmanuel Macron en direct ou pas, mais il ne va pas tarder à s'exprimer. Je voudrais qu'on ait une pensée avant de terminer notre émission. On écoute Emmanuel Macron qui s'exprime depuis Porto. Et cette remise symbolique des clés de votre ville, même si j'ai compris que ce à quoi vous teniez le plus, c'est qu'elle n'ait jamais de serrure. Et que ce goût de la liberté que vous avez rappelé et qui nous lie est au fond la chose la plus importante. Et je garderai ces clés comme un symbole d'amitié, de bienvenue, de reconnaissance mutuelle, mais je veillerai à ce qu'elle ne puisse jamais fermer aucun verrou. Permettez-moi de vous dire, monsieur le maire, qu'avec ma délégation, nous sommes infiniment reconnaissants de cette cérémonie et du fait qu'ici même, nous nous retrouvions à Porto à faire une cérémonie en langue française. Ça dit beaucoup pour nous, je vous en sais gré, et j'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. J'ai moins de talent pour votre langue que vous n'en avez pour la nôtre. Mais ces deux langues sont en effet des langues d'universel qui nous lient. Mais merci infiniment de cela. Monsieur le maire, en étant ici et pour ce deuxième jour de notre visite d'État, en étant à vos côtés, ça n'est pas d'abord le choix, même si c'est un clin d'œil, au fait que votre ville, si j'ai bien compris, constitue au fond l'armature cachée du gouvernement. Au Portugal, entre le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs autres, il y a en quelque sorte une carte du tendre du pouvoir qui se joue ici, à Porto. Non, c'est aussi parce qu'un lien singulier s'est établi à travers le temps entre votre ville, la région et la France. Beaucoup de vos compatriotes qui ont quitté le pays venaient de cette région et ils sont encore liés, ils ont encore des attaches. Et je veux dire combien nous sommes fiers en France des un peu plus de 2 millions luso-descendants, binationaux ou autres, qui sont le cœur vibrant de la relation et ce lien totalement inséparable qui unit nos deux pays depuis des décennies. Ensuite, parce que les activités économiques nous lient. Elles sont nombreuses et dans tous les domaines, et de l'automobile jusqu'à évidemment la vitie et la viniculture, nous avons des liens singuliers qui d'ailleurs bâtissent des ponts entre plusieurs
grande cité, et de Bordeaux à Porto, les liens sont profonds. Mais aussi enfin, parce que vous l'avez rappelé, vous êtes une ville dont les valeurs, l'histoire sont marquées par ce goût de la liberté. Et cette volonté de porter un universel, des principes qui sont ceux que la Renaissance d'abord, l'esprit des Lumières ensuite, ont apportés à notre Europe, puis plus largement à l'Occident et au monde. Et comme vous, nous sommes profondément attachés à ces dernières. Et comme vous venez de le dire, monsieur le maire, nous sommes résolus à ne pas baisser pavillon et à considérer qu'au fond, la grande aventure qui nous attend, puisque nous sommes des pays d'aventure et de conquête, la grande aventure qui nous attend, c'est celle en effet de défendre la dignité humaine et ses valeurs à l'heure du XXIe siècle. Et de savoir être, pour notre Europe, des grandes puissances culturelles, économiques, technologiques, militaires, qui seront au service d'une certaine idée de l'Europe et d'une certaine idée de l'homme. Parce que c'est cela qui a fait notre force, notre richesse, c'est cela qui nous lie, et c'est cela qui fait le miracle, en effet, du continent qui est le nôtre, qui est que d'une langue l'autre, nous pouvons ainsi bâtir une même vision du monde, une même vision de l'humanité. C'est ça l'Europe. C'est cette péninsule qui contient autant de complexité, mais qui sait penser ensemble. Pas toujours penser la même chose, mais qui sait bâtir un chemin commun. Alors, en acceptant avec beaucoup d'honneur ces clés aujourd'hui, je veux ici, avec ma délégation, vous dire toute l'estime que nous avons pour votre ville, ses habitants et pour vous-même, monsieur le maire, et vous dire aussi la conviction que nous avons de poursuivre ce combat, la même que vous. Vive l'amitié entre nos deux pays et merci à Porto. Voilà, c'était la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis Porto. Un petit commentaire peut-être Non, il a dit quelque chose de très juste, le président. Il a dit que la communauté portugaise de France, c'est un modèle de stabilité, d'intégration, de bonheur. Alors là, on peut parler de vivre ensemble. Ouais, et on est heureux de vivre avec cette communauté en France. Ce serait tellement merveilleux si tout le monde était portugais. Ça sera le mot de la fin, Pierre. Ça nous éviterait des problèmes en ce moment qu'on connaît avec certains pays. Et puis, il y avait une Portugaise célèbre qui adorait notre pays. Oui. On en parlait. Oui, Linda de Souza. Linda de Souza, voilà. Allez, merci de m'avoir accompagné les amis. Durant ces 2 heures, c'est la fin de ce Midi News Weekend. Merci à l'équipe qui m'entoure, Sébastien Mendotti, Charlotte Gonzala, Laura Baca qui me parle à l'oreille, qui me dit de me dépêcher, François Bouillet, Jacques Debrion, c'est Adrien Spiteri pour l'information. Merci à la programmation Nicolas Nissim. Merci évidemment, comme d'habitude, aux équipes en régie qui font un travail formidable. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec Nelly Denac et moi, j'aurai le plaisir de vous accompagner à partir de 17h pour Punchline. Bye bye et à tout à l'heure. Muito obrigado. Oui, vous le faites très bien en plus.